Lorenzo de Paddle Magazine. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Claude Batch, le président de l'Association européenne des clubs de paddle privés. Bonsoir Claude, comment allez-vous? Bonsoir Lorenzo, très bien, et bonsoir à tous ceux qui vous suivent sur Padel Magazine depuis maintenant plusieurs mois. Racontez-moi un peu quelle est votre actualité, que faites-vous en ce moment? Bien écoutez, j'habite Malaga 8 à 10 mois par an, dans cette merveilleuse région qu'est l'Andalousie, qui est le poumon du padel espagnol, et puis c'est la terre natale du padel en général, puisque c'est en Andalousie qu'Enrique Corcuera a posé son premier terrain. Et puis ensuite, bien comme tous les organisateurs d'événements sportifs ou culturels, nous avons mis nos organisations en sommeil depuis mars 2020 à cause du Covid. Mais nous travaillons avec les dirigeants de nos associations pour repenser un futur qui soit proche, si possible, de notre passé récent, qui était toutes nos activités en 2019. Qu'est-ce que vous avez comme événement prochainement? Sur quoi travaillez-vous? Eh bien, tout d'abord, donc nous avons, avec l'Association européenne des clubs de padel, nous avons donc la Coupe d'Europe des clubs de padel. Cette Coupe d'Europe des clubs de padel, elle est née en 2016 à Toulouse, lorsque, au moment de la reprise de l'Open de France de padel, après 10 ans, je vais dire, de sommeil, nous avons réuni avec Kevin Tournemire du Toulouse Padel Club et Alain Henry du MAS de Perpignan, le MAS Padel de Perpignan, une cinquantaine de directeurs de clubs, de présidents de clubs, mais aussi de chefs d'entreprise du monde de l'économie du padel. Et nous leur avons proposé donc de monter une Coupe d'Europe de padel sous le format du sport professionnel américain, sous les formes de franchise. Et dès 2017, nous avions donc à Toulouse 8 clubs. En 2018, nous étions à Paris, nous avions 12 clubs. En 2019, à Valencia, 16 clubs. Et puis en 2020, à Malaga, au club Léon XIII, nous étions 24. Mais nous n'avons pas pu nous déplacer à cause du Covid et nous avons reporté cela en 2021. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous travaillons sur la deuxième édition de la Coupe intercontinentale de padel qui a lieu au Maroc, à Dakhla, avec nos amis de Sarah Event, et qui sera d'ailleurs en novembre avec une jauge un peu différente et peut-être même une nouvelle appellation. Nous avons également, avec un de nos franchisés, le club de Valdorex, oui, à côté de Barcelone, un projet qui s'appelle Las Promesas et qui est un tournoi international pour les 12-16 ans. Nous y travaillons également avec la Fédération catalane de padel. Et puis nous avons également des projets avec Padel Travel Agency en Italie comme avec le Maroc, pour créer des tournois interentreprises, car il faut intéresser les chefs d'entreprise au padel. Vos compétitions sont très reconnues au niveau européen, même au niveau mondial. À votre avis, d'où vient en fait cette reconnaissance de vos organisations? Qu'est-ce qui fait votre différence? Bien, je crois qu'il y a deux points qui sont capitaux. Le premier, c'est que nos dirigeants qui s'occupent de la partie sportive sont de vrais professionnels, qui connaissent le padel depuis très longtemps et qui savent s'adapter. La deuxième, ce sont les services que nous mettons à disposition, aussi bien des joueurs, mais également des dirigeants, mais également des sponsors, c'est-à-dire une hôtellerie de très haute qualité, une restauration proche du central, avec effectivement chaque midi et chaque soir une restauration adaptée à la compétition, mais adaptée aussi au climat, et puis un service médical pour les joueurs qui est constitué de médecins, mais également de chiropracteurs, d'ostéopathes, de naturopathes, et enfin des ateliers qui permettent aux dirigeants de se rencontrer,
aux joueurs de rencontrer les sponsors, aux sponsors entre eux de parler un petit peu de cette fameuse économie du padel qui est fluctuante. Je crois que c'est ça qui fait notre force. Et puis, surtout, nous sommes des hommes et des femmes libres, puisque on peut dire que 75% des budgets, voire à 100% des budgets pour toutes nos manifestations proviennent du sponsoring et pas d'argent public. Je voulais revenir avec vous sur un thème d'actualité en France, sur le paddle français, avec la FFT. Gilles Moreton a été élu le mois dernier à la présidence de la Fédération française de tennis. Je voulais vous demander, vous qui connaissez si bien le monde du paddle en France, est-ce une bonne nouvelle pour le paddle français et pour son développement? Alors, avant de penser au paddle, il faut d'abord penser au tennis, parce que ce sont donc les clubs de tennis et leurs présidents qui, à travers leur délégation régionale, ont élu le nouveau président de la Fédération française de tennis. La Fédération française de tennis, ce n'est pas une fédération qui s'occupe uniquement des licences et des clubs. C'est une grande entreprise, une immense entreprise internationale, avec 2 événements, comme Roland-Garros et Bercy. Il faut donc que le président ait toutes les qualités pour pouvoir être au service de la fédération et au service de son équipe et de la guider. C'est ça le rôle d'un chef. Alors, Gilles Moreton, c'est d'abord un joueur de Coupe Davis. Ça a été également un des meilleurs joueurs au monde de double. Donc déjà, vous voyez, c'est un homme qui partage. Troisièmement, c'est un homme qui a été également l'instigateur et le gestionnaire d'un des tournois internationaux, l'Open de tennis de Montpellier, et ceci pendant plus de 10 ans. C'est également un chef de chaîne de télévision. Et puis, d'autres activités qui ont toujours été florissantes. Donc, je pense que Gilles Moreton a toutes les qualités pour être le président moderne qu'il fallait à cette fédération qui, avouons-le, s'était un petit peu endormie. Mais concernant vraiment le paddle, qui est donc sous la délégation de la FFT, je voulais savoir vraiment, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le paddle? Parce que je ne doute pas que Gilles Moreton sera un très bon président pour la FFT. Mais concernant le paddle et la structure qu'on a en France du paddle qui est sous la délégation de la FFT. Alors, d'abord, il faut les laisser s'installer. Mais avouons que les premières déclarations du président Gilles Moreton concernant le padel vont dans le bon sens, puisque je crois qu'il souhaite qu'il y ait à l'intérieur de la fédération une structure, un comité qui soit, je vais dire, en charge du développement du padel. Et cela me conforte, puisque c'est un petit peu ce que j'ai déjà annoncé, cette agence nationale du padel. Cette agence nationale du padel que j'ai proposée et détaillée à l'ancienne équipe qui n'en a pas tenu compte. Alors, qu'est-ce qu'une agence nationale du padel au sein de la fédération de tennis? Mais vous savez, c'est un petit peu sur le modèle de l'agence britannique du sport qui, depuis 8 ans à peu près, fonctionne. Au quotidien, elle est complètement autonome. Et après, elle a bien entendu les directives de son ministère. Et en France, actuellement, on y va, puisqu'il y a déjà la création de cette agence nationale du sport qui va être totalement différente de la gestion du sport qu'il y avait. Alors, une agence nationale du padel au sein de la fédération, c'est simple. Un président, c'est le président de la fédération de tennis. Un président délégué, c'est une personne qualifiée. Le président de la fédération, lui, il donne les missions, il donne les objectifs, il met en place les budgets. Le président délégué, il fait la stratégie, il forme son équipe et il applique sur le terrain, je vais dire, les compétences de cette association pour aller très très vite. Je ne vois pas, si vous voulez, en quoi ce ne serait pas une bonne chose. Je crois que véritablement, il ne faut pas opposer les deux. Le tennis et le padel, c'est 2 cousins, ce ne sont pas des frères et des sœurs. On n'est pas plus cousins ou frères et sœurs avec le tennis qu'avec
le badminton qu'avec le squash ou le tennis de table ou la pelote basque, mais on peut très bien travailler ensemble. Et puis, pour vous donner quelques exemples de cette association, de cette agence nationale du sport au sein de la FFT, eh bien, elle a déjà travaillé là-dessus. Et nous disons au président Moreton, on peut, en l'espace d'un mois, 2 mois, créer 17 centres régionaux de padel. Ils existent à travers toute la France. Ce sont les clubs privés qui ont des installations couvertes. On peut créer 95 centres départementaux de padel, en y ajoutant des clubs de tennis à ces clubs privés qui ont une vraie structure padel et qui veulent développer le padel. S'occuper aujourd'hui de la formation, il y a des hommes en France et en Europe. Il y a des hommes, ils sont là. En France, on en a 2, hein, Alain Henry et Cédric Carité. Ils sont reconnus même en Espagne pour ça. Ensuite, les équipes de France. C'est très simple également, à partir du moment où vous avez des centres pour les entraîner, et on a un vivier de joueurs français et de joueuses françaises qui, depuis 4-5 ans, sont allés se frotter aux meilleures joueuses et joueurs, ont été en rapport avec les meilleurs entraîneurs. C'est cela qu'il faut que l'on prenne. Tournons la page, je vous en prie, dans ce domaine-là. Donc pour moi, je pense que véritablement, le padel a une carte à jouer avec la Fédération française de tennis et avec, j'en doute pas, parce que quand on parle de Gilles Moreton, si on regarde un peu les gens qui sont autour de lui, c'est pareil, hein, ce sont des gens qui veulent aller de l'avant et ne pas rester à bétonner. Alors, on va un peu parler d'une théorie, si on peut appeler ça une théorie, que vous avez écrit, créée, appelée la République démocratique des clubs de paddle, donc qui permettrait en fait de restaurer le système actuel. Est-ce que vous pouvez expliquer cette théorie? Alors, le terme, si vous voulez, création m'embête un petit peu, parce que c'est plutôt, si vous voulez, je pense à une réflexion, mais peu importe. Cette République démocratique du padel s'adresse d'abord à tous les gens, à tous les penseurs qui sont animés par la même idée, à savoir le padel ne peut se développer durablement qu'à partir de clubs privés susceptibles de créer une économie de padel indépendante et de tout argent public. Indépendant aussi de tout argent public. Alors, c'est pas qu'on le rejette, mais encore une fois, si on veut pouvoir être un sport qui se développe avec des méthodes modernes, il faut faire attention à ne pas être, si vous voulez, freiné à chaque moment par des décisions qui ne nous appartiennent pas. Alors, les clubs privés, à travers leurs adhérents, si vous voulez, sont capables de créer une vraie économie parce qu'elle est basée sur le service et non pas sur une licence qui, pour beaucoup, semble être un impôt supplémentaire perçu par des organismes qui eux-mêmes sont déjà financés par les impôts des Français. Un petit peu la double peine. Voilà. Alors là aussi, j'invite tous ceux et toutes celles qui veulent participer à cela à pouvoir rentrer en communication et puis être à la disposition, encore une fois, de tous les organismes qui s'occupent du padel en France, que ce soit des organisateurs de tournois, des clubs, les fédérations, les entreprises, qui toutes veulent voir ce padel se développer. Mais donc on parle des clubs privés donc, qui sont encore pour la majorité loueurs de terrain à des clubs d'adhérents avec un secteur compétition géré par l'Agence nationale du paddle. Eh bien oui, c'est une refonte totale de l'organisation du padel dans ces clubs et je dirais en général, et comme nous venons de le voir, je pense que l'Agence nationale du padel pourra les aider à faire cela et à partir du moment, bien entendu, où les personnes qualifiées sont mises en place, non pas sur du copinage, hein, c'est que vraiment ce sont des personnes qualifiées. Parce que je pense que la première des choses que l'on aura à faire, c'est définir le padel activité physique et le padel activité sportive.
C'est deux choses totalement différentes. Mais avouez, avec la pandémie que nous connaissons, avouez quand même que c'est surprenant que l'on veuille, en France, développer le padel, soit dans des clubs privés ou dans des clubs associatifs, et que ça soit plus les clubs associatifs qui ont des adhérents que les clubs privés. Moi, si on me dit que ce n'est pas possible de faire vivre dans les grandes métropoles françaises des clubs privés avec 10, 13, 14 cours, même couverts, et que l'on n'est pas capable de trouver, je vais dire, 2000 personnes ou 2000 cartes provenant d'entreprises, d'associations, de familles, à 2000 € l'année, bien je dirais que notre sport n'a aucune valeur économique sur le marché du sport, parce que font les golfs? Que font les golfs? Vous ne pouvez pas aller jouer au golf en payant un green fee dans un golf privé. Oui, mais pourquoi on va les payer effectivement 2000 €? Parce qu'on aura un véritable service, et non pas simplement, on n'aura pas en face de nous un monsieur à une caisse qui nous dit cours numéro 16, allez jouer. Non, le padel, c'est pas ça. Ça n'a jamais été ça, et ça ne peut pas l'être. Alors, quand on aura passé le cap, comme l'ont fait les Espagnols, d'avoir un sport qui devient populaire, alors oui, il y aura des terrains, et je pense que ces terrains de padel seront très bien dans les clubs de tennis. La semaine passée, j'ai interviewé Julio Alegria et Alfredo Garbisu, que vous connaissez bien. Et chez ces deux personnes, comme chez vous, on sent une déception des personnalités qui ont porté le paddle dans les années 90. On entend souvent dire qu'on en est au même stade qu'il y a 30 ans. Moi, je pense que la décennie 2020 me semble vraiment être le bon moment pour que le paddle puisse grandir de manière mondiale, puisqu'on voit donc l'énorme boom en Suède, on voit tout ce phénomène de paddle mania qu'ont appelé les journalistes italiens en Italie. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour que le paddle prenne une autre dimension sur le plan mondial? Lorenzo, donc, dans votre exposé, là, il y a deux questions. La première, moi je suis admiratif devant le travail qui a été fait par ces deux grands ambassadeurs du padel. 30 ans, ça fait 30 ans qu'ils sont là et qu'ils ne lâchent pas et qui travaillent tous les jours. Je peux vous dire que c'est exceptionnel, puisque moi, au bout de 12 ans, après avoir créé la Fédération française de padel, j'ai eu besoin de me ressourcer. Alors après, vous dites, est-ce que les gens qui étaient là auparavant trouvent qu'on n'a pas évolué? Je dirais qu'en discutant avec Philippe Sassier, qui est dans le padel depuis 90, ou Philippe Wertz en Belgique, on a l'impression effectivement que tout ne s'est pas fait comme il aurait dû se faire et que l'on n'a pas progressé beaucoup. Je vais vous prendre un exemple, parce que je ne parle que de ce que je connais vraiment et auquel j'ai pu participer. Quand on a créé la Fédération française de padel en 1992, un an et demi après, on avait un centre national de padel à Blagnac, avec 3 cours couverts, dont un central de 500 places et 2 cours extérieurs. Puis, nous avons créé 25 centres départementaux de padel, et écoutez-moi bien, Lorenzo, nous avons offert les 2 cours extérieurs à ces clubs de tennis ou à des collectivités. On a également, avec la Fédération française de padel, offert 125, pas totalement, mais on y a largement participé, 125 autres équipements. Nous avons également, si vous voulez, créé avec le ministère des Sports, l'INSEP, les UFR STAPS dans chaque région, la pédagogie du padel et créé les diplômes permettant l'enseignement du padel. Tout ça a été fait. Vous voyez, et j'entendais avec la dernière équipe fédérale nous dire on va créer un centre, on va faire tout ça. Ensuite, nous avions chaque année un Open de France de padel à Toulouse, sur la place publique, où venaient les meilleurs joueurs du monde. Si je pourrais vous citer les Lassaïgues, les Gatiker, les Samproun, les Pignon, les
Belastegui, tous, Laos, tous sont venus. Je dis bien tous. Et nous avions à cette époque-là la possibilité d'accueillir 5, 6, 7, 10 000 spectateurs en 3 jours, de faire venir TF1 avec le journal télévisé, de faire venir France 3, d'avoir TLT, d'avoir le journal L'Équipe, Paris Match, les radios RTL, Europe 1. Tout ça, nous le faisions déjà. Il y avait également un circuit national avec 20 étapes qui allaient, je dirais, de Marseille à Metz et de Rouen à Strasbourg. Donc, sur ces 20 étapes, il y avait déjà 8 places publiques. 8 places publiques, nous sommes entre 92 et 2003. Et puis en 2000, nous étions toujours une petite fédération. Eh bien, nous faisions les championnats du monde, les 5e championnats du monde, organisés à Toulouse, à Montauban, à Figeac, à Saint-Jean. On avait réuni toutes nos forces. Et puis, on a eu là 13 nations. C'était la première fois qu'il y avait 13 nations. Et un tableau hommes de 64 paires et femmes 32 paires. Vous comprendrez, Lorenzo, que quand je fais le bilan de ce qu'a fait la FFT de 2014 à 2020, je suis un peu surpris. 5-6 étapes sur des places publiques, généralement, qui n'ont pas reçu l'approbation ni des joueurs, ni des joueuses, ni des sponsors, ni du public. Où est le grand tournoi français? N'oublions pas quand même que nous avons tous les atouts en France pour faire du padel un grand sport. Voilà, c'est pour ça que quand j'en parle un petit peu avec mes amis, on est un peu surpris de ça. Et sachez une chose, c'est qu'on a tout donné dès 2016 à la Fédération française de tennis pour avancer, qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs que l'on a fait et surtout qu'ils se servent de ceux qui étaient là bien en place. Est-ce que vous pensez que cette dernière décennie constitue un peu un ralentissement du développement du paddle? Est-ce que le paddle est vraiment en développement en France aujourd'hui? Alors, il y avait une deuxième question que vous m'avez posée, le boom du paddle. Voilà. Oui. Alors, le boom du paddle, je vais vous répondre non. Parce que si on parle de boom, eh bien oui, il y a eu un boom du tennis en France dans les années 82 à 92 par la campagne des 5000 cours, c'est-à-dire que l'État a décidé de financer 5000 cours. Les collectivités locales en ont financé 15 000, ce qui fait que la Fédération française de tennis, avec le président Chatrier, puis derrière le président Bim, se sont trouvés avec un parc de cours entre 20 et 25 000 cours. Là, il y avait un boom. Mais quand on me dit, il y a le boom en Suède, parce qu'il y a un footballeur d'1,95 m et qui est un très grand footballeur, qui a construit 3 clubs, je pose la question, depuis 5 ans, combien de cours ont été construits? 5, 50, 500, 5000? Et au Danemark, on me dit au Danemark, ça marche très bien. Alors je me suis renseigné aussi, j'ai appelé quelques amis et je leur ai dit, il y a combien de clubs? 5, 6? Ils m'ont dit, Claude, 3, 4, vraiment des clubs. Il y en a qui ont 1 ou 2 cours, mais des clubs couverts avec une structure, on dit, il y en a très peu, donc on est au niveau embryonnaire. Alors, vous aviez raison tout à l'heure aussi de dire, oui, mais il y a l'Italie. Oui, alors là, en Italie, il y a un vrai boom, et dans le bon sens pour le padel, puisque pendant le confinement, l'Italie a construit 300 ou 400 cours. Pendant le confinement, que Rome est aujourd'hui la capitale, à part l'Espagne, du padel en Europe. Ne nous trompons pas là-dessus. Mais ce sont des clubs privés. Ce sont des initiatives privées. Alors, il y a une fédération aussi de tennis en Italie qui s'occupe du padel, mais il y a ces 2 mondes et qui, quand il le faut, se rejoignent et travaillent parfaitement ensemble. Alors, pour la France, écoutez, oui, il y a eu, dans les années, je vais dire, 2014, il y a eu, pour la première fois, pratiquement, des investisseurs privés qui sont rentrés dans le padel et qui ont rallumé la flamme du padel qui s'était éteinte de 2000, on va dire 10, peut-être jusqu'à 2014,
parce qu'on avait des dirigeants à la fédération de padel qui étaient, je vais dire, inaptes à s'en occuper, et il y avait déjà la guerre des chefs. Donc, il y a eu ce redémarrage. Aujourd'hui, il y a une volonté de faire des choses, mais je ne pense pas que toutes les initiatives qui ont été prises, y compris chez les privés, en disant on va faire de la location horaire au lieu de faire des adhérents, et dans les clubs de tennis qui disent bon, on a quelques subventions qui arrivent, on va mettre un cours de padel et on va aller le mettre au bout, là-bas, au fond du club, c'est-à-dire que c'est un nouveau produit d'appel et je ne le mets pas en vitrine. Voilà. Après, voilà. Je pense que c'est pas très bon. J'ai vu fermer des clubs de padel privés aussi parce que à leur tête, il faut bien l'avouer, il y avait des dirigeants qui étaient des passionnés. Et vous savez, quand on est passionné, c'est pas bon pour l'économie. Voilà. Donc, il y a tout pour que ça fonctionne. Vraiment, toutes les graines sont là. Il y a des joueurs maintenant qui sont allés, encore une fois, et qui ont fait l'effort d'aller à l'étranger. Il y a des joueuses aussi. Il y a des dirigeants qui, eux aussi, ont vu l'intérêt de se regrouper. Il y a deux très bons formateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne reste plus que, encore une fois, à cette agence nationale à se mettre en place et à monter la bonne équipe sur les bons projets. Je sais que vous avez regardé les différentes interviews que j'ai fait avec Alfredo Garbisu et Julio Alegria, d'anciens collègues à vous d'ailleurs, et que ça vous a fait réagir. Qu'est-ce que vous voulez leur répondre? Mais je dirais à Alfredo que s'il veut, ce n'est pas en ayant comme programme pour être président de la FIP simplement de dire je vais changer les statuts et je vais revoir la gestion administrative. Non. Je pense là que véritablement la FIP a besoin de se doter d'une structure de 10 salariés à plein temps et d'avoir des actions dans la durée sur le terrain, mais également pour soutenir les fédérations nationales, les organisateurs de tournois, les clubs, et a besoin d'un budget d'1 million d'euros. À partir de ce moment-là, elle sera cette structure qui fait tant défaut au développement du padel dans le monde et en Europe. Il faut 1 million d'euros. Et comment la FIP pourrait financer 1 million d'euros de budget chaque année? Eh bien ça, mon cher Lorenzo, c'est au président, ou du moins au candidat, d'assurer ce million d'euros. Voilà. Alors que l'on ne me dise pas qu'un personnage qui a toutes les qualités, qu'il faut avoir toutes les qualités, bien entendu, et être une de ces personnes qualifiées, qui ne puisse pas réunir autour de lui 10 personnes capables de cautionner la première année 100 000 euros chacun. Ça voudrait dire quoi? Que ce personnage n'a aucun réseau au niveau international, que ce personnage n'a pas organisé d'événements demandant des budgets importants. C'est pas possible. Alors, je pourrais vous donner des tas d'autres solutions pour les trouver, mais simplement, pour être crédible, l'Association européenne des clubs de padel trouve chaque année 75 000 euros. Les Open de France de padel, c'est 300 000 euros. Qui sommes-nous par rapport à la Fédération européenne de padel ou à la Fédération mondiale de padel? Un tas de fourmis. C'est pas un problème d'argent. Quand on a des projets, que l'on a une équipe ou des équipes, eh bien, et surtout les compétences, on trouve l'argent. Regardez, avec le Covid, les États ne pouvaient pas emprunter à plus de 3%, on en est à 13% du PIB. Donc, les entreprises, c'est la même chose. Julio Alegria me disait, donc, la semaine passée dans l'interview que vous avez vue, qu'il faudrait créer une fédération indépendante en France et qu'on ne pouvait pas laisser le paddle entre les mains des fédérations de tennis. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ces propos? On en a parlé déjà un petit peu avec les principales questions et mes réponses, mais Julio ne sait pas.
que l'organisation du sport en France est différente des autres pays. Ça va changer, puisqu'il y a une agence nationale du sport qui est déjà en place, avec un président et qui travaille. Mais pour l'instant, c'est un fait. Le padel est délégataire de la fédération de tennis. Même pas délégataire, elle est une discipline de la Fédération française de tennis. On aurait pu tomber beaucoup plus mal, hein, entre vous et moi. Alors, au lieu d'opposer le tennis et le padel, au lieu d'opposer les dirigeants du tennis et du padel, encore une fois, la solution est de travailler ensemble. L'Agence nationale du padel, à mon avis, y apportera beaucoup de choses. Quant à nous, je suis persuadé que ce n'est pas un problème. À partir du moment où tout le monde va mettre les cartes sur les tables, les cartes sur la table, et vont dire voilà les missions, voilà les objectifs, voilà les moyens. Et laissons faire les gens qui ont, encore une fois, une qualification dans le padel aujourd'hui. Et pas une qualification, je vais dire, d'1 an, 2 ans ou 3 ans, hein, une vraie qualification dans le padel. Et s'ils veulent s'occuper, par exemple, des équipes de France, il faut qu'ils aient un joueur, je vais dire, comme on en a aujourd'hui sur le World Padel Tour. Pas des gens qui n'ont pas connu ça. Par contre, si on manque de personnes qualifiées, il y a le grand vivier européen qui est là aujourd'hui, à nos portes, et dont il faut savoir se servir. Voilà, si vous voulez, à Rulio ce que je lui dirais, mais je suis surtout content de l'avoir entendu et de l'avoir vu, parce que ça faisait un petit moment que j'avais perdu de vue, et c'est formidable ce qu'ils font. C'est oui. Formidable d'être là. Après, vous savez, un homme qui fait quelque chose a contre lui tous ceux qui voudraient faire la même chose. Et puis tous ceux qui voudraient faire diamétralement la chose opposée. Mais surtout la grande armée de ceux qui ne font jamais rien et qui sont d'ailleurs les plus critiques. Voilà. Bon, bah, Claude, nous sommes arrivés au bout de tous mes thèmes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bien, écoutez, je voudrais dire 2 choses très rapidement. La première, c'est que nous, l'Association européenne des clubs de padel, on ouvre les bras à tous ceux qui veulent venir nous rejoindre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous également sommes prêts à aller travailler avec les autres organismes. Qu'il est nécessaire de faire des états généraux du padel dans chaque pays, et puis au niveau européen et mondial. Et puis, que cette Coupe d'Europe des clubs et le championnat d'Europe des clubs permettent à la FIP et à la FEP de se rapprocher. Nous sommes là pour le faire. Il faut qu'on marche sur le même rivage. Et puis la dernière chose, c'est encore une fois que la France a beaucoup de chance, énormément de chance, d'avoir Padel Magazine. Parce que combien d'entre nous connaissent le padel et combien d'entre nous savent ce qui se passe dans toute la France, voire à l'étranger, sans Padel Magazine. C'est une chose rare, on n'en parle pas assez. Et il y a beaucoup, je peux vous assurer, beaucoup de sports, moi qui suis dans le sport avec nos magazines, il y a beaucoup de sports, de disciplines sportives qui voudraient avoir Padel Magazine. Voilà. Bah, je vous remercie au nom de Padel Magazine. Claude, merci d'avoir pris cette demi-heure pour échanger. C'était un échange vraiment très intéressant. Et voilà, j'espère pouvoir parler avec vous très bientôt. Merci et à tous les amis donc, de Padel Magazine, à votre disposition et à très très bientôt. Merci Claude.